je vais quand même faire un tout petit cursus dans l'intelligence émotionnelle, parce que vous êtes tous vous connaissez tous cette question, ce concept d'intelligence émotionnelle, qui a été mis en place par des chercheurs, Meyer et Salovey, et qui a surtout été repris par un sociologue qui s'appelle Goleman. Vous avez peut-être tous lu son ouvrage. Voilà. Et en effet, qui utilise la notion des émotions, donc cette habileté à percevoir, à exprimer les émotions, à les intégrer, donc définition d'intelligence émotionnelle, à comprendre, à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à les réguler chez soi et chez les autres. Et Goleman va encore plus loin, une aptitude maîtresse qui influe profondément sur toutes les autres en les stimulant et les inhibant et en faisant l'élément déterminant de nos réussites et de nos échecs. Là, je crois qu'on s'éloigne quand même d'une scientificité qui nous amènerait quand même à certaines modérations, mais ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup plu, qui entrait dans une compréhension très forte et qui nous suggère, c'est là où je veux en venir, que les émotions peuvent être des choses qu'on travaille. Et du coup, l'intelligence émotionnelle se rapproche beaucoup avec cette notion de conscience de soi et de gestion de soi, de la compétence personnelle. Et c'est vrai que là, on est dans l'idée qu'on peut gérer ces émotions. On peut en faire quelque chose. On peut les travailler, les siennes ou celles des autres, parce qu'il y a les compétences personnelles, conscience de soi et gestion de soi, mais il y a aussi les compétences sociales, c'est-à-dire la relation qu'on a avec l'environnement. Et là, c'est la conscience des autres et la gestion des relations. Donc l'idée, je ne subis pas, avec l'intelligence émotionnelle, je ne subis pas mes émotions, mais je peux les manipuler, les gérer, ce mot est très managérial, et en faire quelque chose vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et du coup, on se retrouve avec connaissance émotionnelle de soi, évolution de soi, adaptabilité, transparence, pour les autres, empathie, leadership inspirant, influence, qui nous rappelle étrangement quelque chose qu'on connaît bien en management, qui sont les soft skills. Alors, les nomenclatures de soft skills sont nombreuses. Je vous donne celle, par exemple, de l'Harvard Business School. Et vous voyez que vous retrouvez la régulation cognitive, le processus émotionnel, le processus interpersonnel, avec également la notion d'empathie, la régulation des émotions. Je retrouve la même chose dans ce qu'on appelle les Big Five, optimisme, confiance. L'idée étant un paradigme où on va pouvoir donc gérer ou travailler ses émotions. Vous êtes tous au travail et vous avez tous, je suis un peu réfléchi à moi-même, ce que j'avais pu avoir comme émotion très souvent au travail. Qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, je félicite une personne pour le travail qu'elle a fait. Donc, je provoque chez elle de la joie. Et puis, je me rends compte, ça m'est arrivé en tant que manager, d'oublier de féliciter d'autres personnes qui avaient collaboré au projet. Et là, on engendre de la tristesse, de la frustration. Réprimander quelqu'un sans preuve devant tout le monde, on se met en colère. On génère également sûrement de la colère et de la tristesse. On écrit un mail agressif sous le coup de la colère et on génère de la tristesse, du dégoût. Faire des remarques désagréables à quelqu'un parce qu'il ne nous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ça peut être des émotions là aussi dévastatrices chez la personne. On panique parce qu'il y a une crise, le client vient de nous laisser tomber, le webinaire tombe en panne. Et c'est la peur. Et la peur chez le manager, on va le voir, elle engendre la peur chez les autres. On peut se laisser aller aussi au pessimisme et engendrer de la tristesse. Donc, je pense que vous avez tous des situations comme celle-ci, où vous avez vraiment vu les émotions à l'œuvre. Et j'ai aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé dans des enquêtes, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Eh bien, on m'a toujours répondu des situations qui touchent à l'humain, des conflits interpersonnels, des remarques blessantes, des mails agressifs. C'est ça qui nous tient éveillés la nuit. Évidemment, il peut y avoir une question de logistique, une question budgétaire, mais ça, on a l'impression qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Alors que c'est souvent l'interrelationnel ou des émotions qu'on a vécues dans la journée qui nous maintient, comme ce pauvre monsieur là, éveillé à 3h25 du matin. Donc, c'est très important de pouvoir avancer. Alors, là-dedans, je veux dire, il y a certainement parmi vous des managers, et ça, c'est important de se dire que le rôle du manager est essentiel. Il donne le là.
Je lisais un vieux livre sur le commandement militaire qui disait quand on part au front, donc une situation, vous imaginez, enfin, j'arrive même pas à l'imaginer, d'intensité émotionnelle énorme, qui doit mélanger plein de choses et la peur doit être présente, on regarde, dit ce livre, tous les regards se portent vers le chef. Et c'est la même chose en management. Il y a une crise, il y a une difficulté, il y a un conflit. On regarde le manager et on essaye de comprendre sur son visage, voilà, est-ce qu'il est zen ou est-ce que lui-même exprime une émotion qui peut après donc générer ce climat qui peut être un climat très négatif et un climat au contraire très positif. Et on le sait, vous rentrez dans une boutique, vous entrez dans un restaurant, vous entrez dans une entreprise, il y a des choses où on respire la joie, dans d'autres endroits où au contraire la peur, la tristesse, et ça en général, c'est le manager ou la manageuse bien sûr qui a montré l'exemple parce qu'il n'est pas parfait ou elle n'est pas parfaite, mais parce qu'il est exemplaire au sens où on prend exemple sur lui ou sur elle. Mieux gérer ses émotions, c'est aussi plus de lucidité. C'est-à-dire que quand on n'agit pas, comme j'ai montré quelques exemples, sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse ou de la peur, et qu'on arrive à mettre à distance ses émotions, on est plus lucide, donc on peut prendre de meilleures décisions. Et d'ailleurs, quand je fais travailler des étudiants ou des exécutives sur le leadership, on a souvent cette question de qui est un bon leader. Et en général, on a des gens qui savent bien gérer leurs émotions. Je prends cette figure de Thomas Shelby, pour ceux qui regardent les séries Peaky Blinders, qui est, contrairement à beaucoup de personnes qui l'entourent, quelqu'un qui toujours garde la tête froide. D'ailleurs, on dit souvent qu'un manager doit être de sang-froid dans les situations chaudes et de sang chaud dans les situations froides. Donc, pour le bien-être du management et des personnes, il faut gérer ses émotions. Pour instaurer, on va en parler, d'un climat positif, donc stimuler des émotions positives et donc réguler les émotions négatives, car mon projet ici, c'est plutôt d'aller vers du positif. Alors, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de la conscience. La première, c'est est-ce que vous savez déjà différencier vos émotions et les verbaliser? C'est-à-dire que quelquefois, on a l'impression d'être triste, mais en fait, c'est peut-être la colère qui prédomine. Ou c'est la colère et on a l'impression, et en fait, c'est du dégoût. Donc déjà, savoir différencier ces émotions et verbaliser, je suis en colère, je suis dégoûtée, je suis triste. Ensuite, bien comprendre le stimulus. Est-ce que c'est bien l'événement que vous êtes en train de vivre ou quelque chose peut-être qui remonte à votre passé, Je ne rentrerai pas dans la psychanalyse, mais vous comprenez très bien que quelquefois des personnes, un prénom, un événement peut vous renvoyer dans des choses pas très sympathiques que vous avez vécues. Et donc, ne pas vous tromper de stimulus. Et ça, il faut y réfléchir. Ensuite, c'est l'empathie. Donc, on progresse dans, je dirais, cette échelle de la conscience. Qu'est-ce que ressent l'autre? Se mettre à la place d'eux. Et puis ensuite, l'interactivité. Je vais peut-être me mettre en colère. Je vais peut-être déclencher de la colère ou de la peur ou de la joie chez cette personne. Donc, on est dans cette échelle de la conscience des émotions et on peut commencer à réfléchir et se dire où j'en suis par rapport à ça, quelles sont mes capacités. Je dirais, on est nombreux à être déjà pas très bons sur la différenciation et c'est quelque chose simplement qu'il faut travailler là aussi et pour avancer. Alors, quels moyens on a? J'ai parlé des attitudes. Sourire, grimacer, lever les yeux au ciel. On a tous connu ça. Vous êtes en réunion, vous êtes un manager, vous présentez un projet et vous voyez quelques personnes lever les yeux au ciel, cirer et sourire. Vous êtes en rendez-vous d'évaluation, la personne se met en arrière en croisant les bras. Voilà. Et puis les mots. Les mots ont un impact énorme. Mots écrits ou mots oraux, donc comme on va le voir. Donc c'est nos simuler les émotions positives au travail, c'est aussi des mots. Et là, voilà, c'est des choses que nous savons tous faire. Alors, par exemple, la félicitation et la reconnaissance. Avoir un petit stock de phrases très positives, comme je vous en propose, voilà, dans un discours ou dans un entretien. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Vos performances exceptionnelles ont contribué à faire grimper notre entreprise vers des plus hauts sommets. Je vous en remercie. Vous avez travaillé si dur pour y parvenir et nous l'avons remarqué. Félicitations. Voilà, des mots. Et avoir ces petites phrases peut aider
a marqué de la reconnaissance, qui est une attente forte, on le sait maintenant de plus en plus fort, et puis a provoqué de la joie et donc un climat positif parmi nos collaborateurs. Célébrer les succès, même petits, regarder le chemin parcouru avec justement ces remarques très très positives et de félicitations, ce que les anglo-saxons appellent la célébration, est une façon aussi de générer des émotions positives comme la joie. Une autre façon, c'est d'accepter quand on est en position de management, d'être, ou avec des collègues aussi, de se montrer vulnérable et de demander de l'aide. Eh bien, écoute, je ne sais pas très bien, je suis ton manager, mais je ne sais pas très bien utiliser ce logiciel que toi, tu possèdes, maîtrises parfaitement. Est-ce que tu peux m'aider? Ou je ne sais pas très bien, je ne connais pas telle personne qui arrivait, est-ce que tu peux me donner un conseil? Voilà, et des personnes, vous vous mettez à la hauteur de ces personnes et elles vont se sentir en confiance, vous accorder leur confiance, et c'est ce qu'on appelle la boucle de la vulnérabilité, donc confiance, et ne pas attendre d'être en confiance pour se montrer vulnérable, c'est extrêmement important, et on voit que les gens sont contents de vous aider, et ça déclenche chez eux des émotions positives, et puis cette idée d'aller vers vous. Et puis on a la sécurité psychologique, qui est l'idée de ne pas avoir peur d'être réprimandé quand on prend des initiatives. J'entends tout le temps dans les entreprises actuellement, les gens ne sont pas engagés, ils ne veulent pas prendre des initiatives, ils n'ont pas d'idées. Ben oui, mais quand vous les interrogez, eux, les collaborateurs, ils disent, mais quand j'ai une idée, on me tape sur les doigts si c'est pas bon, on me réprimande. La sécurité psychologique est la clé de la performance et surtout la clé d'un très bon climat positif, générant des émotions positives. Les réunions ou les entretiens, est-ce que vous commencez par du positif? Est-ce que vous valorisez les prises de parole, même si vous n'êtes pas d'accord? C'est un exercice extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut vous forcer à vous mettre dans la disposition. On va déjà dire tout ce qui est bien, tout ce qui s'est bien passé. On passera ce qui est moins bien après. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que notre éducation ne nous y aide pas du tout. Hein? On a été élevé, on est à l'école, et il y a toujours ce qui ne va pas. Il y a toujours les fautes d'orthographe, il y a toujours les erreurs, les questions idiotes. Ah, il nous a encore posé une question idiote, qui fait qu'on est toujours dans une forme d'autocensure et la peur d'être en fraude permanente. Ça ne génère pas des émotions positives. C'est le discours d'investiture. Il y a plein d'exemples de Barack Obama à sa première investiture en 2008, qui parle de sentiment d'humilité, qui génère une émotion en reparlant des 44 Américains qui ont prêté serment avant lui pour la présidence. Voilà, qui va parler d'une Amérique qui poursuit son chemin, d'un peuple qui est resté fidèle aux idéaux. Voilà, Obama était le champion de l'émotion, et de l'émotion positive, ou de l'émotion un peu plus de tristesse ou de nostalgie, mais pour parler aux gens. Quand vous faites un discours en management, parlez aux gens avec votre cœur avant de commencer à montrer des tableaux Excel, avant de montrer des PowerPoint qui sont uniquement des chiffres, et avant de parler de chiffre d'affaires ou d'augmentation ou de réduction budgétaire. Voilà. Le chemin n'était pas fait pour les timorés. Certains ont été célébrés, mais plus souvent, des hommes et des femmes sont restés obscurs dans leur labeur. Voilà. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez déclencher des émotions, et si possible positives, pour parler aux gens, et que leur motivation, leur engagement viennent aussi de ça, et pas uniquement des chiffres qui ne font absolument rêver personne. Nous sommes le groupe IGS, que vous connaissez certainement, groupe IGS Formation Continue, et nous avons 3 filières de formation qui sont les professions des ressources humaines, les professions du management décideur, proximité, management opérationnel, et les professions de la vente, de la relation client et du commerce. Alors, effectivement, nous sommes reconnus pour associer en fait les savoirs académiques de nos écoles du groupe IGS avec l'expertise professionnalisante de nos équipes pédagogiques. Et d'ailleurs, Isabelle Barthes, ici présente, professeure des universités et chercheuse, et notamment l'Université de Strasbourg, fait partie des personnes que nous apprécions énormément et pour laquelle nous faisons confiance pour animer ces webinaires.
L'humour est quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'humour. On dit que ceux qui ont de l'humour sont les rois. L'humour permet de mettre à distance des situations qui peuvent être des situations extrêmement difficiles. Voilà, par exemple, vous avez ce petit exemple. Pendant que vous êtes avec nous, nous sommes ici tous réunis, l'entreprise continue à fonctionner, ce qui m'amène à relativiser l'importance de notre utilité. Hein. Voilà, alors c'est de l'humour un peu grinçant, mais c'est vrai que l'humour, ça a été prouvé, permet là aussi de lâcher prise et de retrouver une émotion plus positive alors qu'on est peut-être dans une situation difficile, de conflit particulièrement, de conflit avec un collègue ou avec un client. Et puis cette capacité à être dans une position, Goffman disait position haute, position basse. Alors je vous prends le célèbre Jacques Chirac, qui était peut-être pas quelqu'un d'hyper sincère, mais qui était quelqu'un qui passait pour très très authentique et qui était dans cette capacité. Alors là, c'est des photos de lui au fameux salon de l'agriculture parce qu'elles sont très connues. Voilà, être aussi dans les latitudes, pas être surplombant, pas être le sachant, savoir se mettre à niveau des personnes, qui est une vraie compétence soft skills et une vraie compétence de l'intelligence émotionnelle. On peut vous proposer un outil, la psychologie positive propose un outil qui s'appelle le stop. Très facile. Je sens que ça commence à monter, je fais une pause, j'arrête tout ce que je suis en train de faire. Je me tais, je tourne ma langue dans ma bouche s'il y a du public, je suis dans mon bureau, voilà. Je prends du temps, je me concentre sur quelque chose. Alors, ça peut être ma respiration, un objet, quelque chose, une image, une photo qui me parle, mon chat, mon chien, mes enfants. Voilà. Ensuite, je m'observe et j'essaie de comprendre, décrypter les émotions qui me traversent. Et ensuite, j'essaie de reconnecter avec des émotions beaucoup plus positives parce que je sens que la colère peut disparaître, le dégoût peut disparaître. C'est la même chose quand vous écrivez un mail. Mettez-le d'abord au frigo, dans votre boîte d'envoi, vous l'enregistrez et vous le relisez quelques minutes, quelques heures après. Vous vous rendez compte que vous ne l'enverrez jamais, en tout cas pas sous cette forme. Donc la notion de stop est un outil très très important pour mettre à distance ces émotions, surtout négatives. On vous fait un compliment sur votre travail. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit « Ah, c'est super, ils sont contents de moi, j'ai bien travaillé » ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui, en pensée automatique, va avoir se sont trompés, ils n'avaient pas vu que c'était pas grand-chose, c'est facile, tout le monde peut le faire. Vous savez, toutes ces pensées automatiques qui vous dévaluent, qui vous mettent en situation, et ça, c'est souvent l'éducation, malheureusement, qui vous a amené à ça. Une pensée automatique, ça peut être ça aussi, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Vous êtes dans un cocktail, au milieu de personnes, voilà, que vous connaissez plus ou moins bien, je ne parle pas d'amis, on est là dans un cocktail d'entreprise, par exemple. C'est-à-dire que vos pensées négatives automatiques, alors que tout devrait être positif, vous vous sentez jugé. Il me regarde. Je rentre dans un restaurant, je rentre dans un bureau. Qu'est-ce que j'ai? Ma veste n'est pas bien. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut arriver à prendre conscience pour mettre à distance et chasser ces pensées automatiques. Ça permet aussi, quand on prend conscience de ces émotions, de chasser des biais. Voilà. Les biais, c'est « Ah, il va encore m'engueuler. Ah, elle va encore dire quelque chose de négatif. Ah, voilà. » Et vous n'allez plus avoir que cette idée en tête. Et il y a deux biais qui sont absolument à éradiquer pour aller vers du positif. C'est le biais de confirmation. C'est-à-dire le biais de confirmation, vous êtes persuadé qu'il va vous engueuler, vous êtes persuadé qu'elle va être négative, vous êtes persuadé qu'il va mettre en cause votre idée, votre projet. Le biais de confirmation, vous n'allez retenir dans ce qu'il va dire que ce qui va dans le sens de cette première impression. Et le biais de négativité, c'est valoriser ce qui est négatif plutôt que valoriser ce qui est positif. Donc, combattre ces biais est aussi un levier extrêmement important. Je terminerai par le conflit. Le conflit, c'est un état d'opposition entre des personnes qui est chargé d'émotions. La colère, la frustration, la peur, etc. Il y a quelques phrases magiques qui permettent de sortir de situations de conflit qui peuvent être très, très handicapantes au travail. Alors, quand j'imagine, c'est relatif, bien évidemment. Donc, j'ai adapté un travail très bien fait d'Alicia Bassuk qui nous dit comment réagir pour l'appropriation des idées. Vous êtes dans une réunion d'équipe sur un sujet difficile, vous avez une bonne idée, mais personne ne la reprend. Et puis un collègue va la reformuler et tout le monde va la trouver super, c'est l'idée de votre collègue. Que dire? Eh bien, il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas commencer à dire « Ah, mais moi, je l'avais dit ». Non, il faut très concrètement remercier Georges,
merci Georges de reprendre mon idée et commencer à développer soi-même son idée. Donc, voilà, une petite phrase qui vous permet de sortir de l'émotion qui pourrait être la colère ou la frustration si vous vous taisez. Vous êtes dans une réunion, elle doit se terminer à 17h. Il est très important que vous partiez à 17h pour récupérer vos enfants. Vous vous levez, vous rangez vos petites affaires et tout d'un coup, votre manager vous demande de rester. Eh bien, vous avez peur de mettre en cause votre engagement dans l'entreprise. La petite phrase, c'est « j'ai un autre engagement ». Point à la ligne. J'ai une autre obligation. Et vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à avoir peur. La réunion devait se terminer à 17h, vous avez un autre engagement. Troisième situation, savoir dire non. On vous présente, un collègue, Jérémy, vous présente une idée qui pourrait faire avancer un projet difficile. On vous a demandé de travailler avec lui, mais vous n'en avez pas du tout envie. Et il vous présente cette idée, il vous envoie un petit texto, un mail. Alors, vous ne voulez pas dire non, une petite phrase. C'est un bon point de départ. Voilà, vous ouvrez la porte possible, vous ne vous mettez pas en situation d'opposition avec lui et vous ne générez pas des émotions négatives. Un feedback négatif. On vient de se plaindre, situation qu'on a tous connue, je pense en tant que manager, de l'hygiène corporelle d'un collègue. Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous le connaissez même, c'est un ami. Comment expliquer à quelqu'un qu'il sent mauvais, qu'il gêne ses collègues? Situation très difficile. Eh bien, une petite phrase magique qui peut être « je vais t'aider, t'apporter de l'aide, comme moi aussi on m'a aidé dans d'autres situations ». Et on aborde le sujet épineux pour éviter une émotion trop négative. On déménage les bureaux, vous vous retrouvez au sous-sol avec votre équipe sans information. C'est injuste, c'est humiliant. Eh bien, pas de colère, pas de tristesse. Vous allez voir le manager, le responsable, et vous lui dites « je préfère être dans tel bureau ». Voilà. Vous n'aurez peut-être pas bonne cause, mais vous aurez votre assertivité, le fait que vous ne soyez pas, vous ne perdiez pas vos nerfs, hein, comme on dit, permettra peut-être de faire évoluer la situation et en tout cas de marquer votre position de façon sereine. Voilà, donc je terminerai avec un grand conseil. Prenez soin de vous, prenez du temps, on appelle ça le care management. Prenez aussi soin de vos collaborateurs et de vos collègues. Et ça passe par prendre du temps pour soi, même si on est dans une avalanche de priorités, de travail. Je vous rappelle la fameuse grille d'Eisenhower, toujours très utile, toujours très intéressante, qui nous dit que des fois, il faut faire, mais que souvent, il faut savoir déléguer en faisant confiance aux autres. D'autres fois, il faut savoir planifier. Et quelquefois, il faut savoir éliminer. Et si à un moment, vous vous sentez trop triste, trop en colère, trop dégoûté, trop frustré, c'est peut-être le moment d'aller marcher dans la rue, de faire un peu de shopping, de faire le tour du bureau, d'aller faire, voilà, de vous mettre en mouvement, mais de vous mettre en mouvement vers quelque chose de positif, d'aller surfer sur Internet ou d'aller faire un petit WhatsApp avec des gens que vous aimez. Ça sera pour vous une façon de vous ressourcer et ça permettra à l'ensemble de vos équipes ou de vos collègues de ne pas avoir à subir quelque chose de négatif qui pourrait avoir des impacts délétères sur tout le monde.